J'ai découvert que mon mari utilisait nos vacances en famille pour organiser des rendez-vous secrets dans la même ville. Le parfum de son après-rasage flottait encore dans le Inrolf d'entrée, quand j'ai réalisé que l'homme que j'aimais n'était qu'une construction vide, une façade de verre prête à voler un éclat. Chaque battement de mon cœur semblait résonner contre les murs de cet appartement parisien que nous avions mis tant d'années à bâtir, un sanctuaire qui venait de se transformer en tombeau. Si vous écoutez ceci, c'est peut-être parce que vous traversez vous aussi ce genre de vertige, cette sensation que le sol se dérobe sous vos pieds. Si c'est le cas, je vous demande de rester avec moi, de vous abonner, de like et surtout de partager vos propres tempêtes en commentaire, car le poids du silence est parfois bien plus destructeur que la vérité elle-même. On dit souvent que le bonheur est une chose fragile, mais nous étions le roc. Julia et moi, c'était 10 ans de complicité, des dîners improvisés sur le pouce avec un verre de Bourgogne, des projets de rénovation qui n'en finissaient jamais, et cette manière qu'il avait de poser sa main sur mon épaule quand la fatigue me gagnait. Je l'aimais, viscéralement, avec cette confiance aveugle que seules les femmes qui croient avoir trouvé leur âme sœur connaissent. Il était mon ancrage, l'homme qui calmait mes angoisses après une semaine harassante au cabinet, celui qui connaissait par cœur la façon dont j'aime mon café et la peur irrationnelle que j'ai des orages en mer. Nos dernières vacances à Nice devaient être une parenthèse enchantée, une manière de nous retrouver alors que le travail nous avait éloignés ces derniers mois. Tout était parfait en apparence. La lumière dorée de la côte d'Azur, le bruit des vagues contre les galets et cette promesse d'une semaine hors du temps. Mais sous la surface, un détail, une minuscule anomalie, a commencé à fissurer le décor. Julien était étrangement nerveux, distrait. Il s'excusait sans cesse pour de brefs déplacements, des impératifs professionnels urgents qui, selon lui, exigeaient qu'il se rende à son bureau satellite ou qu'il traite des dossiers avec un consultant local. À l'époque, je ne voyais pas le piège. J'avais hâte de douter, alors je l'encourageais. Prends ton temps, lui disais-je, profite de l'air marais, va travailler si tu dois le faire. Je passais mes journées seule sur la plage avec un livre, convaincu que cet éloignement était nécessaire pour qu'il puisse en fait se détendre totalement le soir venu. Je me souviens de cette terrasse le mardi soir. Il était revenu avec une bouteille de vin qu'il avait choisie avec souhait, le regard brillant, comme s'il s'excusait silencieusement d'avoir été absent la majeure partie de la journée. Il m'a embrassé avec une ferveur qui aurait dû m'alerter, mais que j'ai interprétée comme une preuve d'amour renouvelé. Il m'a parlé de nos projets pour l'automne, de ce voyage en Toscane que nous voulions faire pour fêter nos 10 ans de mariage. J'ai souri, j'ai cru en chaque mot, j'ai plongé tête la première dans le mensonge parce que c'était plus confortable que la vérité. Mon esprit, cet esprit pragmatique qui gère des dossiers complexes toute la semaine, s'était mis en mode déni total, verrouillant chaque porte, chaque question qui aurait pu mettre à mal l'équilibre fragile de notre foyer. Le premier signe, c'est arrivé par hasard le jeudi. J'avais oublié mon téléphone à l'hôtel. En revenant sur mes pas, j'ai croisé Julien. Il était à 2 rues de notre hôtel, alors qu'il m'avait juré qu'il était à l'autre bout de la ville pour une réunion avec un client. Je l'ai vu sortir de café, une silhouette élégante, le pas décidé presque joyeux. Il ne m'a pas vu. J'ai senti une ode de choc, un froid glacial me traversait l'échine alors qu'il faisait demi-tour et s'engouffrait dans une rue latérale. Pourquoi mentir? Pourquoi m'avoir dit qu'il était en réunion alors qu'il déambulait tranquillement sous le soleil? Je me suis dit qu'il était sans doute stressé, qu'il avait besoin de souffler, qu'il avait préféré éventer une excuse plutôt que de m'avouer qu'il avait besoin d'espace. C'est ce que je me suis raconté pour ne pas hurler. Le soir même, alors qu'il dormait à poing fermé à côté de moi, le silence de la chambre est devenu assourdissant. Son téléphone, posé sur la table de nuit, a vibré une seule fois. Une notification discrète, presque inaudible, mais qui a suffi à réveiller en moi un instinct de survie que je pensais endormi. J'ai regardé son visage dans l'obscurité, ce visage que j'aimais tant, et j'ai réalisé que je ne connaissais plus les ombres qui y dansaient. Pourquoi cette tension dans ses mains? Pourquoi ce besoin constant de justifier ses absences, même quand je ne posais aucune question? La culpabilité, c'est une chose étrange. Elle émane des gens comme une odeur, une aura invisible mais palpable pour ceux qui, comme moi, savent lire les signes. Chaque matin était devenu un exercice de théâtre. Il fallait jouer la femme coblée, la compagne aimante, celle qui ne se pose pas de questions. Je me glissais dans mes robes d'été, je me maquillais, j'arborais ce sourire de façade qui devenait de plus en plus lourd à porter. Je voyais ses yeux parcourir les miens, cherchant à savoir si je savais, si je soupçonnais, si le masque tenait toujours. C'était un jeu de dupes, une partie d'échecs où chaque pion déplacé était un mensonge supplémentaire, et pourtant je continuais. Pourquoi? Par peur sans doute. Par peur de ce que j'allais découvrir si je grattais un peu trop fort la péture fraîche. Mais le destin a ce sens de l'ironie dévastateur. Le vendredi, alors que nous marchions dans le vieux Nice, il a reçu un appel.
Il s'est éloigné, murmurant quelques mots, le ton bas presque confidentiel. Je me suis arrêté devant une vitrine d'antiquité, simulant un intérêt pour une vieille horloge en bois, mais je tendais l'oreille. Je n'ai saisi que des fragments. Pas ici, je gère, on se voit plus tard. Puis il a raccroché, a rangé son téléphone dans sa poche avec une assurance qui m'a glacé le sang. Il est revenu vers moi en souriant, me demandant si je voulais prendre une glace. J'ai acquiescé, ma gorge nouée par une boule de nerfs que je ne pouvais plus ravaler. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je l'observais, lui qui ronflait doucement, si paisible, si déconnecté de la femme qui, à quelques centimètres de lui, sentait son mode s'effondrer. Je me demandais si pendant que nous dînions ensemble, pendant que nous marchions main dans la main, une autre femme occupait ses pensées. Était-ce une rencontre furtive, une liaison longue distance qu'il entretenait sous mon nez? L'idée même me donnait la nausée. Je me sentais souillé, non pas par l'acte en lui-même, mais par l'audace de son hypocrisie, par cette capacité à me regarder dans les yeux tout en projetant une vie avec une autre dans la même ville, sous le même ciel que le nôtre. Je ne suis pas une femme qui se laisse abattre, je ne suis pas celle qui pleure dans les jupes de sa mère. J'ai grandi dans la difficulté, j'ai construit ma carrière en m'éposant dans des milieux d'hommes où le moindre faux pas est sanctionné. Je suis une battante, et si cette bataille devait se jouer sur le terrain de mon propre mariage, alors j'allais mener cette guerre avec la précision de chirurgien, mais pour l'instant je devais tenir. Il fallait que je sache. Je devais comprendre l'ampleur du désastre. Je me suis levé, j'ai bu un verre d'eau, et je suis retourné me coucher, le cœur battant à tout rompre, attendant le lendemain comme une exécution imminente. Le lendemain, notre dernière journée à Nice, il a encore prétendu devoir régler un dernier dossier. Il a pris sa voiture, m'a embrassé sur le front, m'a promis un dîner romantique pour clore ses vacances en beauté. Dès qu'il a franchi la porte, je n'ai plus réfléchi. Je me suis habillé, j'ai pris mes clés, et j'ai attendu. Je savais où il allait, ou du moins j'avais une intuition. J'avais remarqué quelques jours plus tôt qu'il consultait souvent une application de cartographie pour un quartier spécifique, un coin un peu à l'écart du centre, là où se trouvent des hôtels de charme, discrets, loin du tumulte des touristes. J'ai pris un taxi, demandant au chauffeur de garder ses distances. Le trajet me semblait durer des heures, chaque kilomètre était une torture. Mon esprit vagabondait, imaginant des scénarios, des retrouvailles passionnées, des mots doux que je ne méritais plus. Ou peut-être n'était-ce rien? Peut-être était-ce juste une crise de la quarantaine, une envie de se sentir vivant ailleurs? Non, c'était trop organisé, trop calme, trop froid. Quand le taxi s'est arrêté, j'ai vu sa voiture garée devant une villa transformée en boutique-hôtel. Mon cœur a manqué un battement. J'ai payé le chauffeur, mes mains tremblant imperceptiblement. Je me suis tenu là, devant ce portail en fer forgé, sous un soleil écrasant qui semblait se moquer de ma douleur. J'aurais pu faire demi-tour. J'aurais pu rentrer à l'hôtel, faire mes valises et ne jamais revenir. Mais une force occulte, une nécessité impérieuse de voir la vérité en face m'a poussé à avancer. Je ne pouvais plus vivre dans le doute. Je ne pouvais plus accepter de passer une seule seconde de plus à m'interroger sur mon propre mari. Je suis entré dans le jardin. C'était silencieux, seuls les grillons chantaient, un contraste insupportable avec le vacarme qui régnait dans ma tête. J'ai vu une silhouette derrière une baie vitrée au rez-de-chaussée. Il était là, assis à une petite table ronde. Il ne regardait pas son téléphone, il regardait une femme. Elle riait, une main posée sur la sienne, un geste d'une intimité si crue, si évidente que j'ai senti mes genoux lâcher. Elle n'était pas comme moi. Elle avait quelque chose de plus jeune, de plus désévolte, une lumière dans les yeux que je n'avais plus depuis longtemps, étouffée par le poids du quotidien et des responsabilités que nous partagions. Il parlait, il semblait si complice, comme si le mode extérieur n'existait pas. L'effondrement est venu ensuite. Ce n'était pas un cri, c'était une éclosion éterne. J'ai reculé pas à pas, incapable de détourner le regard, fasciné par mon propre anéantissement. Je voyais tout, la manière dont il la regardait, cet éclat qu'il n'avait plus pour moi depuis des années, cette attention particulière qu'il lui portait, cette façon de hocher la tête quand elle parlait, comme s'il buvait ses paroles. J'étais là à quelques mètres, et il me tropait avec une telle aisance, une telle satisfaction que j'en ai eu le souffle coupé. C'était ça la récompense pour 10 ans de loyauté? C'était ça le bilan de nos vacances en famille? Je suis sorti de ce jardin comme on sort de cauchemar. J'ai marché sans savoir où j'allais, mes talons claquant sur le bitume, le bruit résonnant comme un glas. Mon téléphone vibrait dans mon sac. Je savais que c'était lui. Je reviens bientôt, ma chérie. Le mensonge était là, écrit en noir sur blanc, une preuve de plus de sa duplicité. J'étais le téléphone, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de comprendre pourquoi, après tout ce que nous avions vécu, il avait choisi de détruire tout ce que nous étions. La ville, qui m'avait paru si belle le matin, me semblait maintenant hostile, remplie de secrets. Chaque couple que je croisais, chaque rire que j'entendais, me rappelait ce que je venais de perdre. Ce n'était pas seulement un mari que je perdais, c'était ma propre réalité.
Tout ce que je pensais être vrai, notre amour, notre complicité, notre avenir n'était plus qu'une illusion, une coquille vide. Je me suis assise sur un banc face à la mer, regardant l'horizon, cette ligne infinie qui sépare le ciel de l'eau, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie totalement seule. Je ne pleurais pas. La douleur était trop profonde pour les larmes. C'était une sensation de vide, comme si une partie de moi venait d'être arrachée, laissant béante une plaie qui ne demanderait qu'à s'effecter. Comment allait-on rentrer? Comment allais-je supporter de prendre l'avion avec lui, de l'attendre parler du futur, de simuler encore et encore? L'idée me donnait des frissons. Je savais que je devais rester calme, que je devais garder la tête froide, car la suite allait demander une force que je ne soupçonnais même pas posséder. Je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit avant de partir. C'est notre ville, notre endroit, et il l'avait utilisé pour ça. Il avait transformé nos souvenirs, nos lieux préférés, en terrain de chasse pour ses aventures. C'était une profanation. Chaque coin de rue, chaque café, chaque vue panoramique était désormais souillée par le souvenir de cette trahison. Comment allais-je pouvoir revenir ici un jour? Comment allais-je pouvoir oublier cette image, cette méposée sur la sienne, ce rire complice? Le soleil commençait à descendre, inondant la mer d'une lumière orangée, presque cruelle dans sa beauté. Les gens commençaient à sortir pour le dîner, des couples heureux, des familles insouciantes. Je les enviais, cette naïveté qui était la mienne quelques heures plus tôt. J'aurais voulu leur crier de faire attention, de ne pas se fier aux apparences, de ne pas croire que parce que tout va bien en surface, tout est ci-dessous. Mais je suis restée silencieuse. Ma bataille ne faisait que commencer, et je ne pouvais pas me permettre de gaspiller mon énergie. J'ai repensé à notre maison à Paris. Toutes ces années passées à construire ce foyer, ces photos sur les étagères, ces cadeaux accumulés, tous ces moments qui constituaient notre identité commune. Est-ce que tout cela était factice? Est-ce qu'il avait toujours été cet homme capable de compartimenter sa vie avec autant de froideur? Ou est-ce que j'avais changé, moi, au point de ne plus voir qui il était réellement? La culpabilité a essayé de pointer le bout de son nez, me suggérant que peut-être, si j'avais été plus présente, plus attentive, il n'aurait pas cherché ailleurs. J'ai chassé cette pensée immédiatement. Non, la trahison est un choix qu'il a fait seul en toute conscience. Je me suis levée du banc, décidée à retourner à l'hôtel. Il fallait qu'il me voie. Il fallait qu'il voie que quelque chose avait changé dans mon regard, que la femme qu'il pensait pouvoir manipuler à sa guise n'existait plus. Je ne voulais pas de confrontation immédiate, pas encore. Je voulais observer, je voulais voir jusqu'où il était capable d'aller dans le mensonge. Je voulais qu'il s'affose lui-même, qu'il se perde dans ses propres filets. J'allais être spectatrice de sa chute, froide et impassible. Le chemin du retour m'a paru interminable. Chaque passager du bus semblait me regarder, comme si ma douleur était écrite en lettres rouges sur mon front. J'ai essayé de calmer ma respiration, de lisser mes traits, de redevenir la femme calme et posée que tout le monde connaissait. C'était une performance la plus difficile de ma vie, mais je devais la réussir, pour moi, pour ma dignité. Pour tout ce que j'avais investi dans ces 10 années de vie commune. En entrant dans la chambre, je l'ai entendu sous la douche. L'eau coulait, un son apaisant presque normal. J'ai posé mon sac sur le lit, et je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Mes yeux semblaient plus grands, plus sobres. Il y avait une dureté dans mon expression que je ne reconnaissais pas. C'était le regard d'une femme qui a vu le fond du gouffre et qui a décidé de remonter. J'ai défait mes cheveux, j'ai enlevé mon maquillage, j'ai tout effacé pour laisser place à ce qui restait de moi. Il est sorti de la douche, une serviette autour de la taille, l'air frais, détendu comme si de rien n'était. Il m'a souri un sourire de routine, celui qu'il m'adressait chaque jour. « Tu as fait une bonne balade » m'a-t-il demandé en cherchant ses vêtements. Son naturel me donnait envie de vomir. Comment pouvait-il être aussi serein après ce que je venais de voir? Comment pouvait-il faire comme si tout était parfait, alors que mon univers venait d'être pulvérisé? Très bonne, ai-je répondu, ma voix étant à peine un murmure, contrôlé à la perfection. J'ai vu des choses intéressantes. Il ne s'est pas arrêté, il a continué à s'habiller sans soupçonner une seconde que je parlais de lui, que je parlais de son secret. Tant mieux ma chérie, on se prépare, on a une réservation pour ce soir. Il était déjà en train de planifier le dîner, le mensonge, la suite de sa mise en scène. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une affaire, c'était un mode de vie. Il était devenu un expert en camouflage, un architecte du mensonge. Et moi, j'étais son œuvre, la femme qui devait rester dans l'ombre pour qu'il puisse briller ailleurs. Mais j'avais décidé de sortir de l'ombre. J'avais décidé de prendre le contrôle. La suite allait être une descente aux enfers pour lui, et j'allais m'assurer qu'il en soit l'unique passager. Je l'ai regardé enfiler sa chemise, la chemise que j'avais choisie pour lui, et j'ai su, avec une certitude absolue, que je ne pourrais jamais revenir en arrière. La nuit est tombée sur Nice, enveloppant la ville dans un manteau de velours noir, comme pour mieux cacher nos fautes. Nous allions sortir, nous allions dîner, nous allions faire semblant encore quelques heures.
mais quelque chose s'était brisé irréparablement. Une faille s'était ouverte entre nous, un abîme que ni le temps ni les mots ne pourraient jamais combler. Je ne savais pas encore comment tout cela allait se terminer, mais une chose était certaine, plus rien ne serait comme avant. Et alors que nous quittions la chambre, main dans la main, j'ai senti le poids de sa main sur la mienne, une sensation que je trouvais désormais aussi étrangère que s'il s'agissait d'un inconnu. Mon cœur, autrefois si plein d'amour pour lui, était devenu un champ de ruines. Et pourtant, au milieu de ces décombres, une petite lueur de détermination commençait à briller. J'allais survivre. J'allais sortir de cette épreuve plus forte, plus lucide, plus consciente de ma propre valeur. Et lui, il allait apprendre que la confiance est une denrée rare, une fois perdue, elle ne se retrouve jamais. Alors que nous marchions vers le restaurant sous les étoiles, je me suis demandé ce qu'il dirait si je lui disais maintenant, ici tout de suite, ce que je savais. Mais non, c'était trop tôt. La vengeance est un plat qui se mange froid, et je comptais bien le servir à la température parfaite. La ville vibrait autour de nous, pleine de vie, de secrets, de passions cachées. Personne ne se doutait que, parmi ces couples qui flânaient, il y avait deux êtres qui n'avaient plus rien en commun, deux étrangers liés par un passé qui n'existait plus. Je me suis sentie comme une observatrice, une spectatrice de ma propre vie. C'était une sensation étrange, presque libératrice. Si tout ce que je croyais vrai était faux, alors tout était possible. Les règles du jeu venaient de changer, et j'étais bien décidée à en dicter les nouvelles. Alors, restez avec moi. La suite de cette histoire, celle que je m'apprête à vivre, est encore plus complexe, plus sobre, plus intense que tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous ne sommes qu'au début de cette vérité qui promet de tout apporter sur son passage. Abonnez-vous, partagez vos réflexions, car votre soutien est le seul phare dans cette nuit qui ne fait que commencer. Vous n'avez encore rien vu, car le vrai choc, celui qui va tout faire basculer, est encore à venir. Et quand il arrivera, plus personne ne pourra nier la réalité. Le dîner fut une torture raffinée. Juliet, dans son habituelle décontraction, enchaînait les anecdotes sur sa journée, mimant une fatigue professionnelle qui me semblait désormais être une insulte à mon intelligence. Il commanda le vin, ce même Bourgogne que nous partagions depuis des années, et je le regardais remplir nos verres avec une précision presque chirurgicale. Je buvais chaque gorgée comme si c'était du poison, essayant de ne pas laisser mon dégoût transparaître dans mes yeux. Chaque fois qu'il effleurait ma main, un frisson de répulsion me parcourait l'échine, une réaction physique que je tentais de masquer par un sourire factice, le genre de sourire qui ne va pas jusqu'aux yeux, le genre de sourire qui, je l'espère, commençait à le déstabiliser. Il ne s'en rendait pas compte. Il était trop sûr de lui, trop persuadé que son jeu d'acteur était infaillible. Il pensait que j'étais cette femme qu'il avait façonnée, docile et aveugle. Il ignorait que, derrière ma façade, mon cerveau travaillait à toute vitesse, compilant les preuves, analysant chaque anomalie, chaque décalage horaire, chaque message reçu en douce. J'avais besoin de plus qu'une simple vision dans un jardin. J'avais besoin de comprendre qui elle était, cette femme qui occupait mes nuits de silence. Était-ce une simple passade ou une seconde vie, savamment orchestrée, dont j'étais la seule à ignorer l'existence? Le retour à l'hôtel se fit dans un silence étouffant. L'air de la nuit, chargé du parfum des paix et du sel marais, me semblait soudain insupportable. Une fois dans la suite, Juliet alla directement vers le minibar. Je le regardais de Windosf, ses épaules larges, ce corps que je connaissais par cœur mais qui ne m'appartenait plus s'il m'avait jamais appartenu. Il se tourna vers moi, un verre à la main. « Tu as été bien silencieuse ce soir » m'a-t-il dit avec cette douceur faite qui m'écorchait les nerfs. « Tu as le mal du pays ou c'est la fête des vacances qui te pèse ?» Sa question était une perche tendue. Aurais-je dû lui dire la vérité? Aurais-je dû hurler que je savais tout? Non, j'ai préféré jouer la carte du mystère. Je me suis approchée, j'ai posé ma main sur son torse, sentant la chaleur de sa peau sous la chemise de lait. J'ai vu son regard passer de l'inquiétude à un soulagement rapide, presque gourmand, un peu des deux Juliet. J'ai réfléchi à beaucoup de choses ces derniers jours. À nous, à ce que nous sommes. Il a posé son verre. Il semblait soudain vulnérable, ou peut-être était-ce juste une autre facette de sa manipulation. Nous sommes solides, a-t-il affirmé presque trop rapidement. Tu sais bien que rien ne peut nous séparer, rien sauf la vérité. Mais je ne l'ai pas dit. Je suis allée me coucher, le corps tendu, attendant qu'il finisse ses rituels nocturnes. La nuit fut un enfer de lucidité. Dès qu'il a eu le souffle régulier du sommeil, je me suis levée doucement avec une précision de voleuse. Son téléphone était posé sur le bureau, face contre table, cette position qu'il n'adoptait jamais auparavant. J'ai pris l'appareil. Mes mains ne tremblaient plus. J'avais atteint un point de non-retour, un état de grâce froide où seule la connaissance portait. Le code, je le connaissais, par pure habitude, par cette proximité forcée que nous avions eue pendant 10 ans. J'ai tapé les chiffres. L'écran s'est allumé, révélant une série de notifications que je n'avais pas vues arriver. Ce n'était pas une liaison banale, c'était une double existence. Il y avait des messages, des photos, des réservations de restaurants que nous n'avions jamais fait,
des échanges d'une intimité dévastatrice. Elle s'appelait Clara. Elle était architecte comme lui. Ils partageaient des projets, des plans, des rêves de rénovation de maisons qu'ils envisageaient de retaper ensemble en Provence. Il lui envoyait des photos de nos vacances, accompagnées de commentaires moqueurs sur ma présence, sur ma naïveté qui lui permettait de se libérer pour elle. Chaque mot était une gifle, chaque phrase une trahison calculée. Je lisais, incapable de m'arrêter, dévorant ma propre douleur comme un alcoolique avale sa dernière bouteille. Il lui parlait de moi comme de poids mort, une épouse délaissée qu'il comptait quitter dès que ses affaires seraient réglées. Il ne s'agissait pas d'une passade, c'était un projet. Un avenir dont j'étais exclu, un scénario de vie où il repartait de zéro avec une autre, en utilisant notre argent, notre temps, nos projets communs. Je sentais une rage sourde monter en moi, une colère si pure, si brûlante, qu'elle effaçait toute tristesse. Ce n'était plus de la peine, c'était de la pure détermination. Je suis passé à travers les dossiers, les emails, les notes. J'ai découvert qu'il avait ouvert un compte bancaire secondaire, alimenté par les bénéfices de ses missions spéciales, celles qu'il prétextait pour s'absenter de nos soirées parisiennes. Il préparait son départ depuis au moins un an. J'ai pris des photos de tout. Chaque message, chaque preuve de virement, chaque preuve de ses mensonges répétés, je documentais sa chute. Je savais que dans cette société où nous vivions, l'information était la seule monnaie qui avait de la valeur. Il voulait me quitter, il voulait me détruire moralement pour mieux s'enfuir, il ne savait pas encore à qui il avait affaire. Soudain, un dernier message a surgi. Une notification d'une application que je ne connaissais pas. Un rendez-vous prévu pour le lendemain, à l'aéroport, avant notre vol retour. Ils avaient prévu de se voir une dernière fois, juste avant que nous ne partions pour Paris. Le niveau d'audace était tel qu'il en devenait fascinant. Il prévoyait de m'embrasser devant elle, de nous mener en bateau, moi dans mon ignorance, elle dans sa complicité, jusqu'à la toute dernière minute sur le tarmac. Je me suis assise sur le rebord de la fenêtre, le téléphone toujours dans la main. Le ciel commençait à s'éclaircir, une lumière pâle et incertaine, à l'image de ce qu'était devenu ma vie. Je regardais la mer, cette étendue calme et indifférente, et j'ai compris que j'avais deux options. Soit je faisais un scandale, je le coffretais là maintenant devant tout le monde, et je laissais ma colère exploser quitte à tout perdre dans le fracas. Soit je jouais le jeu jusqu'au bout, je prenais ce vol, je rentrais à Paris, et je préparais ma sortie avec la précision d'une horlogère. Il a bougé dans son sommeil, murmurant un prénom. Clara, le son est sorti de sa bouche avec une tendresse que je n'avais plus entendue depuis des années. J'ai senti mes muscles se crisper. L'envie de le réveiller et de le coffreter à ce nom était insupportable. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis retournée dans le lit, je me suis glissée contre lui, sentant son corps chaud contre le mien. Il a passé instinctivement un bras autour de moi, dans un réflexe de possession qui, hier encore, m'aurait rassurée. Aujourd'hui, c'était une étreinte qui me semblait mortelle. Je savais maintenant que tout ce que nous avions construit était basé sur une faille. La maison de banlieue, les projets de vacances, la complicité apparente, tout était au décor de théâtre monté pour masquer une réalité qu'il n'osait pas assumer. Il n'était pas seulement un menteur, c'était un architecte du chaos. Et moi, j'étais le socle qu'il utilisait pour se stabiliser avant de sauter vers une autre vie. Le matin est arrivé avec une lenteur insupportable. Quand il s'est réveillé, il était déjà en mode vacances parfaites. Il a préparé le café, a souri, a lancé des projets de petit déjeuner au bord de l'eau. Je l'observais chaque geste, chaque sourire, chaque mot. Il était en train de me préparer, moi et notre entourage, à son départ en utilisant la culpabilité comme arme. On fait les valises après, m'a-t-il demandé en me tendant une tasse. Oui, ai-je répondu avec une voix étonnamment stable, on a tout le temps. Pendant qu'il prenait sa douche, j'ai vérifié une dernière fois les preuves. J'avais tout ce qu'il me fallait pour le détruire. Non seulement sa réputation, mais son avenir professionnel. J'avais découvert, dans ses échanges avec cette femme, qu'ils utilisaient des fonds de clients pour leurs investissements personnels. C'était illégal, c'était dangereux, c'était la fait de tout pour lui. Je ne savais pas encore si j'allais utiliser ces preuves, mais le simple fait de les avoir en ma possession changeait tout. Je n'étais plus la femme trompée. J'étais celle qui détenait les clés de son destin. Ce pouvoir, je l'ai senti effuser en moi, transformant ma douleur en une froide détermination. Alors que nous nous préparions à quitter l'hôtel, je l'ai vu nerveux. Il consultait son téléphone toutes les 2 minutes, vérifiant les messages, attendant probablement une confirmation pour son rendez-vous à l'aéroport. Il pensait que j'étais distraite par les bagages. Il pensait que tout était sous contrôle. Nous sommes descendus au Enlobif. L'air était lourd, saturé de l'humidité du matin. J'ai pris une grande expiration, sentant le parfum de la mer et le danger de la situation. Chaque pas vers la voiture était un pas vers ma nouvelle vie, une vie où je ne serais plus jamais l'ombre d'un homme qui ne me mérite pas. En montant dans le véhicule, il m'a regardé, un sourire un peu forcé aux lèvres. Prête pour le retour, plus que jamais Juliet. Il ne savait pas à quel point. Il ne savait pas que le retour ne serait pas ce qu'il avait imaginé.
Alors que nous quittions la ville, je regardais le paysage défiler, les maisons, les cafés, les lieux où il m'avait menti, où il avait construit son autre vie. Je les voyais maintenant pour ce qu'ils étaient, des décors éphémères dans une pièce dont je venais de changer le script. À l'aéroport, tout est allé très vite. Il était pressé, nerveux, cherchant du regard quelque dans la foule. Il s'est approché du comptoir d'enregistrement, me laissant avec les bagages, prétextant un coup de fil urgent. Je l'ai suivi des yeux sans qu'il le voie. Il s'est arrêté à quelques mètres, près de café, et là, je l'ai vue. Elle était là, Clara. Elle était exactement comme je l'avais imaginé, une silhouette élégante, une assurance dans la démarche, cette même lumière que je pensais perdue. Ils se sont approchés, ils se sont parlé, un échange bref mais chargé d'une tension électrique. Il lui a remis quelque chose, une enveloppe, je crois. Elle lui a souri, un sourire qui n'avait rien à voir avec le nôtre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai immortalisé la scène, la preuve finale. Le dernier chaînon de ma démonstration. Quand il est revenu vers moi, il était rayonnant comme s'il venait de boucler la meilleure affaire de sa vie. Désolé, un client de dernière minute, a-t-il lassé, un peu essoufflé? Je l'ai regardé fixant ses yeux, cherchant une once de regret. Il n'y en avait pas. Juste cette insouciance cruelle de ceux qui pensent être intouchables. Pas de problème, ai-je dit avec un sourire qui, je l'espère, ne trahissait rien de l'esodie qui ravageait mon âme. On peut y aller? Nous avons avancé vers la porte d'embarquement. Il m'a prise par la main, une main que j'ai laissée dans la sienne malgré la nausée qui me m'ôtait. Chaque pas était une torture, une descente aux enfers dont j'étais l'architecte et la victime. Dans l'avion, il s'est endormi presque immédiatement. Je suis restée là, assise à côté de lui, observant son profil dans la lumière crue de la cabine. J'avais les preuves de sa trahison, de sa malversation, de son avenir gâché. J'avais le pouvoir de tout détruire, de briser sa carrière, sa réputation, sa vie. Mais alors que nous survolions la France, je me suis posé la seule question qui cotait vraiment. Est-ce que je voulais vraiment être celle qui détruit, ou est-ce que je voulais juste être celle qui survit? Alors que l'avion amorçait sa descente sur Paris, j'ai réalisé que je ne savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est que l'atterrissage ne serait pas un retour à la normale, mais le début d'un crash d'eau seul de nous sortirait vivants. Le commandant a annoncé notre arrivée. Juliet s'est réveillé, s'étirant avec une satisfaction qui, pour la première fois, ne m'a pas fait souffrir mais m'a rempli de calme glacial. Il m'a souri, un sourire qu'il pensait être le dernier de notre relation de façade. On est presque arrivé, ma chérie. Tu n'as pas hâte de retrouver notre chez nous? Je l'ai regardé, un sourire indéchiffrable aux lèvres, aussi Juliet. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il reste de notre chez nous quand on sera rentré. Il a frossé les sourcils, une seconde d'hésitation dans le regard, avant de reprendre son masque. Mais j'avais vu la faille, j'avais vu le doute. La sortie de l'avion fut une épreuve de force. Il était impatient, pressé de retrouver sa routine, son autre vie. Je marchais derrière lui, le téléphone dans ma main, consciente que chaque pas nous rapprochait du moment où tout basculerait. À l'aéroport de Roissy, l'air était froid, tranchant une gifle après la douceur du Sud. Nous avons récupéré nos bagages dans un silence qui, pour la première fois, semblait être une déclaration de guerre. Dans le taxi, le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Il regardait par la fenêtre, le visage fermé, une tension nouvelle dans la mâchoire. Il commençait à réaliser que quelque chose n'allait pas. Il commençait à sentir le vent tourner. En arrivant devant notre immeuble, le contraste était saisissant. La rue, le Henrolf, l'ascenseur, tout était exactement comme quand nous étions partis, et pourtant tout avait changé. Nous étions deux étrangers rentrant dans un appartement qui n'était plus un foyer, mais une scène de crime. En entrant, le silence de l'appartement m'a frappé. C'était un silence lourd, étouffant, le silence de 10 ans de vie qui viennent de voler un éclat. Julien a posé les valises dans l'entrée. Il s'est tourné vers moi, le regard cherchant une explication. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence? Je suis allée vers la cuisine, j'ai posé mon sac, j'ai pris une grande expiration, j'ai sorti mon téléphone, j'ai affiché la photo, celle de Clara à l'aéroport, celle du rendez-vous, celle de leur complicité. Je me suis retournée vers lui. Juliet, il faut qu'on parle, vraiment, il a figé. Son regard est tombé sur l'écran 1 seconde, 2 secondes, le temps que l'image s'éprime dans son esprit. La couleur a quitté son visage, remplacé par une pâleur mortelle. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il a essayé de s'approcher, de trouver une excuse, un massage, une pirouette, mais pour la première fois je l'ai arrêté de geste de la main. Ne dis rien, tout ce que tu diras ne fera qu'aggraver ton cas. Je sais pour le cote, je sais pour les clients, je sais pour tout. Il est resté là, ploté au milieu de la pièce, une épave dont le naufrage venait d'être rendu public. Il a essayé de trouver une issue, un argument, une défense. Mais je voyais dans ses yeux que le masque était tombé. Il n'était plus l'homme que j'avais aimé. Il était juste un homme pris au piège de ses propres mensonges. La vérité n'a pas explosé en cris, ni en larmes.
Elle s'est installée entre nous comme un évité et désirable, un poids insupportable qui rendait chaque respiration difficile. Il a essayé de s'asseoir, le corps brisé par la soudaineté de la révélation. Écoute, ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il commencé, une voix brisée, l'ombre de lui-même. J'ai ri un rire sans joie, un rire qui venait de tout ce que j'avais enduré ces derniers jours. Ce n'est pas ce que je crois. C'est exactement ce que je vois, Juliet, c'est exactement ce que tu as construit. Et maintenant, il va falloir en assumer les conséquences. Il a levé les yeux vers moi, une lueur de peur dans le regard, une peur que je n'avais jamais vue auparavant. Il savait que ce n'était pas fini. Il savait que le pire était à venir. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai rangé mon téléphone, un calme absolu m'envahissant, une certitude qui dépassait tout ce que j'avais ressenti jusqu'ici. Ce que je vais faire, c'est ce que tu aurais dû faire il y a longtemps, Juliet, je vais reprendre ma vie. Et toi, tu vas devoir répondre de tes actes. Je suis sortie de la pièce, le laissant là, face à ces décombres, face au silence qui allait désormais occuper chaque recoin de notre appartement. Je n'avais pas encore décidé de la suite, de la manière dont j'allais orchestrer le grand final, mais une chose était certaine, le pouvoir désormais était entre mes mains. Alors que je m'enfermais dans la chambre, la porte fermée à clé, j'ai entendu ses pas hésitants dans le couloir. Il a frappé à la porte, un coup, deux coups, puis le silence. Il ne savait pas ce que je préparais, il ne savait pas ce que je savais, et c'était là ma plus belle victoire. La nuit est tombée, une nuit de solitude forcée. Je me suis allongée sur le lit, les yeux fixés sur le plafond, repensant à tout ce que j'avais découvert, à tout ce que j'avais appris sur la nature humaine, sur le mensonge, sur l'amour. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur. La suite allait être brutale, intense, pleine de révélations et de combats, mais je me sentais prête. Je n'étais plus la femme qui attendait, qui espérait, qui croyait aux promesses. J'étais celle qui dictait les règles, celle qui allait mener le jeu jusqu'à son terme. Si vous pensez que c'est fini, détrompez-vous. La vraie bataille ne commence que maintenant. La confrontation finale, celle qui va tout démolir et tout reconstruire, est encore devant nous. Et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Restez avec moi, car le choc que je prépare va secouer bien plus que les fondations de cet appartement. Il va forcer Juliet à regarder la réalité en face, et ce qu'il va y trouver est bien pire que ce qu'il aurait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Le compte à rebours a commencé, et cette fois, c'est moi qui tiens la montre. Les heures défilaient, et à travers la porte, j'entendais son agitation, ses appels téléphoniques à voix basse, ses tentatives désespérées pour sauver ce qui ne pouvait plus l'être. Chaque sonne était une confirmation supplémentaire, il paniquait. Il savait que la faille dans son armure était devenue une brèche béante. Et le plus jouissif dans tout cela, c'était le silence que je lui opposais. Le silence est une arme que j'apprenais à manier avec une précision redoutable. Je me suis levée, j'ai ouvert mon ordinateur. Il était temps de passer à l'étape suivante, celle qui allait clouer le cercueil de son arrogance. J'ai commencé à compiler les preuves, à organiser les documents, à créer le dossier qui allait faire voler sa vie en éclats. C'était froid, c'était chirurgical, c'était nécessaire. Chaque clic était une affirmation de ma propre force. J'ai contacté des gens, j'ai préparé des messages, j'ai mis en place les leviers qui, une fois activés, ne laisseraient aucune place au doute. Il pensait pouvoir me détruire, m'écarter, me manipuler. Il allait découvrir que je n'étais pas une cible, mais un chasseur. Le matin est arrivé, et avec lui il a fait de l'attente. Il frappait à nouveau à la porte, sa voix plus insistante, plus traîtresse, chargée de cette fausse douceur qui me soulevait le cœur. On peut discuter? Je sais que tu es en colère, mais on peut trouver une solution. On peut arranger ça. J'ai ouvert la porte. Je ne l'ai pas regardé, je suis passée à côté de lui comme si c'était un étranger. Il a essayé de me retenir par le bras, un geste instinctif, une erreur qu'il allait regretter. Je me suis dégagée avec une froideur qui l'a fait reculer. Arrête, Juliet, il n'y a plus rien à arranger. La seule chose qu'on peut faire, c'est constater les dégâts. Il a essayé de plaider, de parler de nos 10 ans, de nos souvenirs, de notre vie ensemble. Ces mots résonnaient dans le vide, des paroles sans poids, des mensonges que je connaissais par cœur. Je l'ai écouté, un léger sourire aux lèvres, un sourire qui n'avait rien à voir avec la tendresse. Tu parles de souvenirs, Juliet, tu parles de 10 ans. Tu penses que tout ça a encore une valeur après ce que tu as fait? Il est resté silencieux, il ne pouvait pas répondre. La vérité était là entre nous, un abîme que rien ne pourrait jamais combler. Va-t'en, ai-je dit, j'ai besoin d'être seule pour préparer la suite. La suite, quelle suite? Je me suis approchée de lui, le regardant droit dans les yeux, avec une intensité qui semblait le consumer. Tu le sauras bientôt, Juliet. Et quand tu le sauras, tu regretteras chaque seconde passée à me mentir. Il est parti sans un mot de plus, laissant derrière lui un appartement qui me semblait pour la première fois m'appartenir totalement. Je suis retournée à mon ordinateur, le dossier ouvert, prêt à être envoyé, prêt à déclencher la tempête. C'est là que j'ai réalisé que tout était prêt.
Le piège était tendu, les preuves étaient accumulées, les leviers étaient en place. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Si vous voulez comprendre ce qui va arriver, si vous voulez voir la chute d'un homme qui pensait être au-dessus de tout, restez avec moi. La suite de mon histoire, celle qui arrive dans quelques heures, sera le moment de la vérité. Le moment où tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai enduré, va en fait se concrétiser. Ne partez pas, car la réalité dépasse de loin tout ce que vous pourriez imaginer, et croyez-moi, c'est le genre de vérité qui change une vie pour toujours. Le téléphone vibre sur la table, un numéro masqué. Je décroche sans dire un mot, au bout du fil une voix de femme froide, hautaine. C'est elle, Clara. Elle pense pouvoir me menacer, me dicter ma conduite, m'intimider pour que je garde le silence. Écoutez, me dit-elle, je sais qui vous êtes et ce que vous avez trouvé. Il est temps d'arrêter ce jeu, vous n'avez aucune preuve, et Julien est prêt à tout pour protéger ce qu'il a. Elle ne sait pas à qui elle parle. Elle ne sait pas que j'ai tout, chaque détail, chaque preuve, chaque témoignage. Elle ne sait pas que je viens de lui donner les clés de son propre échec. Clara, lui ai-je répondu, avec un calme qui semblait l'ébranler. Vous avez fait une erreur monumentale. Vous pensez que je suis votre ennemi? Vous n'avez aucune idée de ce que je suis capable de faire. J'ai raccroché. Le silence est revenu dans l'appartement, un silence lourd de promesses, un silence qui annonçait l'orage. J'ai pris une grande expiration, sentant le poids de la décision que je venais de prendre. La guerre est officiellement déclarée, et je ne compte pas faire de prisonniers. Les prochains jours seront cruciaux. Il sera une succession de révélations, de confrontations et de bouleversements. Il sera une preuve que, parfois, il faut détruire pour mieux reconstruire. Et si vous pensez connaître la fait, vous vous trompez lourdement. La suite est une descente aux enfers pour eux deux, et j'ai l'intention de les accompagner à chaque étape du chemin. Restez avec moi, car ce qui arrive dépasse l'attendement. C'est une histoire de vérité, de justice et de survie. C'est mon histoire, et je compte bien la raconter jusqu'au bout, peu importe les conséquences. La ville dort, mais moi, je reste éveillé, observant le monde à travers le prisme de ma nouvelle réalité. Chaque lumière, chaque mouvement dans la rue me rappelle que tout est fragile, tout est éphémère. Et le seul moyen de survivre, c'est de rester lucide, c'est de rester forte. C'est de rester soi-même, peu importe ce que les autres essaient de nous faire croire. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez savoir, vous voulez comprendre, vous voulez être témoin de cette transformation. Alors ne bougez pas, la suite arrive et elle va tout balayer sur son passage. Elle va révéler les secrets les plus sobres, les mensonges les plus odieux et les vérités les plus cruelles. Et quand tout sera fini, il ne restera que la vérité brute, implacable, irréfutable. Alors restez connectés, restez à l'écoute. La suite arrive et je peux vous promettre une chose, personne ne pourra nier l'évidence. Personne ne pourra échapper à ce que j'ai mis en place. Le jeu est terminé et la partie commence vraiment. Vous ne croirez pas ce que je m'apprête à faire, préparez-vous. Le silence de l'appartement est devenu mon seul cofide. Julien a quitté les lieux, chassé par une atmosphère qu'il ne pouvait plus supporter, cette lourdeur chargée de mélodie et de la certitude qu'il lisait dans mes yeux. Je suis restée là, assise dans le fauteuil de cuir où nous avons passé tant de soirées, le dossier numérique ouvert sur mon écran comme une épée de Damoclès. La confrontation finale n'est plus une possibilité, c'est une certitude. Elle m'attend au tournant, impatiente, brutale. J'ai pris une décision irrévocable. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'assainissement. Une vie construite sur des sables mouvants est condamnée à s'effondrer. Je n'ai fait qu'accélérer le processus naturel de la gravité. Chaque document, chaque relevé bancaire, chaque capture d'écran est une pierre que je pose sur le chemin de sa chute. Clara, de son côté, pense pouvoir manœuvrer dans l'ombre, portée par son arrogance d'architecte des ruines. Elle ignore qu'en s'appropriant ma vie, elle a hérité de mes démons. Elle veut Julien. Elle l'aura, avec tout ce qui l'accompagne, la dette morale, les codes opaques et le poids d'une réputation prête à voler un éclat dès que je presserai la touche envoyée. Je me lève et je marche jusqu'à la baie vitrée. Paris s'étend sous mes yeux, une mer de lumières est différente à ma détresse, un décor sublime pour un dénouement dont je suis la seule scénariste. Je ne pleure plus. Les larmes sont un luxe que je ne peux plus m'offrir. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette froideur. Pendant 10 ans, j'ai été le socle, le miroir, l'ombre. Aujourd'hui, je suis le spectre qui hante ses projets, la faille dans son architecture parfaite. Mon téléphone vibre à nouveau. C'est lui, encore. Il essaie de m'appeler, de minauder de messages, de jouer sur la corde sensible de nos souvenirs, sur ce nous qu'il a lui-même dissous dans l'acide de ses mensonges. Je regarde l'écran s'illuminer, le prénom s'afficher Juliet et pour la première fois, ce nom ne provoque en moi que vide immense. Je ne ressaigne plus la morsure de la trahison, juste une lassitude infinie. Je décroche mais je ne dis rien. J'écoute son souffle, ses balbutiements, sa voix qui tente de reprendre contenance. Je ne veux pas d'explication, je ne veux pas d'excuses. Les excuses sont des passements sur des membres gangrénés. Je veux qu'il comprenne que le jeu est fini, non pas parce que je l'ai décidé, mais parce que la réalité a fini par rattraper ses chimères.
Je raccroche après quelques secondes, le laissant seul avec son écho dans le cabinet. C'est la dernière fois qu'il entend ma voix avant le choc. Demain je ne serai plus dans cet appartement, demain le dossier sera transmis là où il doit l'être. Les fondations de son mode vont se fissurer, les murs vont plier, et le toit qu'il avait cru construire avec Clara s'effondrera sur leur tête. Je ne serai pas là pour voir les décombres. Je serai ailleurs, dans un espace que je n'ai pas encore défini, mais qui m'appartient en propre. Un espace où le mot « nous » n'existe plus, et où je reprends en fait ses droits. Je commence à faire mes valises non pas en emportant le passé, mais en sélectionnant uniquement ce qui m'est nécessaire pour survivre à cette mue. Je laisse derrière moi les vêtements, les objets, les bribes d'une vie qui ressemblait à une mise en scène théâtrale. Je me sens légère étrangement, comme si le poids de 10 années de mensonges s'était volatilisé au moment même où j'ai arrêté de porter le masque. Il rentre dans l'appartement. Je l'attends déverrouiller la porte, ses pas hésitants dans le couloir, le bruit de ses clés jetées sur la console. Il entre dans le salon, il me voit là devant mes bagages. Le silence qui suit est le plus lourd, le plus dense que j'ai jamais ressenti. Il me regarde, cherche une once de compassion, une faille dans ma résolution, mais il ne trouve rien, je suis un mur de glace. Tu pars, demande-t-il, la voix chevrotante. Je ne réponds pas. Je boucle ma valise, chaque mouvement est mesuré, calme. On peut tout reprendre à zéro, insiste-t-il, s'approchant de moi, les yeux humides de ce remords factice qu'il a toujours su manipuler. Clara, ce n'était rien, un accident de parcours, un égarement. Je m'arrête, je le regarde en fait. Mes yeux ne sont pas remplis de colère, mais d'une pitié qui, je le vois, l'effraie plus que n'importe quelle insulte. Un accident, Juliet. Dis-je d'une voix calme, posée. Tu as passé un an à creuser le sol sous mes pieds. Tu as organisé ta fuite, tu as détourné des fonds, tu as évoqué une vie parallèle. Ce n'est pas un égarement, c'est une architecture. Et tu sais ce qui arrive aux bâtiments construits sur des fondations corrompues, ils tombent. Il essaie de prendre ma main, je la retire comme s'il était devenu radioactif. Ne me touche plus jamais, tu as voulu une autre vie, tu la prends-la, mais tu vas devoir l'assumer sans moi, et sans le coffre que tu as volé dans mon Indosf. Demain matin, tout ce que tu as bâti sera exposé. Non pas par moi, mais par la vérité que tu as ignorée trop longtemps. Je passe devant lui, il ne me retient pas. Il est comme pétrifié, réalisant en fait que ce n'est pas une dispute conjugale, c'est une exécution. Je quitte l'appartement sans me retourner, chaque pas dans le couloir résonnant comme un glas. Je descends les marches une à une. L'air extérieur est frais, presque pur, débarrassé de cette odeur de faux semblant qui imprégnait nos murs. Je marche jusqu'à la rue, je ne regarde pas en arrière, même si je sais qu'il est probablement à la fenêtre, observant le début de sa fête. Je n'ai pas de destination précise, seulement une certitude, je suis vivante. Pour la première fois depuis des années, mon souffle m'appartient, mes pensées sont les miennes, et mon avenir, aussi incertain soit-il, n'est plus un scénario écrit par quelqu'un d'autre. La nuit est immense, profonde, accueillante. Je m'enfonce dans le dédale des rues, sentant l'agitation de la ville vibrer autour de moi. Je suis une femme qui a tout perdu, et pourtant dans cette perte totale, j'ai tout retrouvé, ma dignité, ma clairvoyance et cette force sauvage, silencieuse, qui bat au fond de moi comme un cœur neuf. Je m'arrête un instant devant un café, je regarde mon reflet dans la vitre. Je vois une femme, certes marquée, les traits tirés par cette épreuve, mais mes yeux brillent d'une lueur nouvelle, une lumière qui ne s'éteindra plus. Il n'y a plus de retour, plus de regrets, plus de questions. Il n'y a que le présent, ce moment suspendu où je choisis, en fait de me choisir. Le lendemain se lève, serait indifférent à la tempête qui va ravager sa vie. Je suis loin maintenant, dans une chambre d'hôtel anonyme, un café noir entre les mains, regardant le jour se lever sur une ville qui ne sait rien de mon histoire. Je pense à lui, là-bas, découvrant probablement l'ampleur du désastre. Je pense à sa panique, à ses coups de fil, à son mode qui s'écroule en quelques clics. Mais je ne ressens plus rien, ni joie ni triomphe, juste une paix immense, un soulagement profond qui m'enveloppe comme une seconde peau. C'est fini, le mensonge est enterré. La vérité, cette vérité brute, implacable, a pris le dessus. Je pose ma tasse, je me lève. Il y a un mode à découvrir, une vie à construire, de nouvelles règles à inventer. Je n'ai plus besoin de parler, de prouver, de justifier. Je suis tout simplement une femme qui a survécu à son propre naufrage et qui, au milieu des décombres de son ancienne existence, se tient droite, prête à embrasser le vide, car c'est dans ce vide que tout devient possible. La porte de la chambre est ouverte sur le couloir. Je sors le cœur léger, sans bagage, sans poids. Le couloir est long, éclairé par une lumière blanche et douce. Je marche pas après l'autre vers la sortie, vers la rue, vers tout ce qui m'attend. La ville m'appelle, elle est immense, bruyante, pleine de promesses. Je m'y faux anonyme, libre. C'est ici que s'arrête le récit. Pas de morale, pas de leçon, pas de regret. Juste une vie qui reprend, un souffle qui devient une respiration. Le silence est devenu ma mélodie. Je m'éloigne, chaque pas m'éloignant un peu plus de cet appartement, de ce Juliet, de ce passé. La lumière du matin est éclatante, elle baigne tout, elle efface les ombres, elle redessine le mode.
Je marche, je marche, je marche encore jusqu'à ce que la ville m'agloutisse, jusqu'à ce que je ne sois plus que ce que je suis moi-même, juste moi, en fait, et c'est tout ce qui importe. Le calme revient, une nappe de silence posée sur le mode. Il n'y a plus rien à dire, tout a été vécu, tout a été transformé. Je suis arrivé, ici maintenant dans cette estampure. La fée est silencieuse comme une promesse que l'on se fait à soi-même. Une dernière respiration profonde qui remplit mes poumons, un dernier regard vers l'horizon. Je respire, tout est calme, tout est là.